remettant au malade dès la fin de la consultation. Comme l'administration ne fournissait aucune secrétaire, c'était ainsi en 1948, c'était Bolinelli qui l'avait engagé et qui l'a payé. Et j'étais devenu de mon côté chef de service ou de sous-service, alors que je n'étais qu'interne des hôpitaux. Juillet 1949, découverte de la cortisone. Je n'ai pas appris à New York, j'y étais pas, mais je l'ai appris quelques jours après au retour de Jacques Forestier. J'étais pour la deuxième fois le deuxième assistant de Forestier. Il brûlait d'aller au congrès de rhumatologie de New York, le premier depuis la guerre. Il avait terminé un énorme travail sur son expérience de 20 ans de traitement de la polyarthrite par les selles d'or et pensait convaincre les Américains avec son dossier. Les Anglais et les Allemands étaient d'accord. Voilà, il laissait ses clients en pleine saison thermale à ses deux assistants. Il a fait le voyage en Constellation, ligne ouverte par Air France en 1947. Retour de New York, de Forestier. Émotion et déception étaient les deux mots qui résumaient son voyage. Le premier jour du congrès, un Américain de la Mayo Clinic, Philippe Hensch, vint présenter les effets de deux hormones surrénales sur la polyarthrite. Ces hormones avaient été isolées par Ken Dahl, déjà prix Nobel pour avoir découvert la thyroxine. Hensch décrivit sa surprise devant les résultats des malades alités gravement infirmes transformés en quelques heures ou en quelques jours, bénéficiant d'une espèce de miracle jamais vu jusqu'ici dans cette maladie. À la fin du film, suivant sa communication, les applaudissements crépitèrent. Les médecins présents se levèrent et lui firent une standing ovation, on dit maintenant. Une émotion forte et authentique avait empoigné la plupart des auditeurs, nous dit Forestier. Nous assistions à une grande première. Émotion suivie de déception. J'ai parlé des selles d'or le lendemain. De ce grand jour, il y avait déjà beaucoup moins d'auditeurs et mon discours tomba à plat. Novembre 1951. Bien que ne sachant pas l'anglais, j'avais obtenu une bourse de recherche à Harvard. Le lendemain de mon arrivée à Boston, je me suis présenté à mon futur patron, le professeur Walter Bauer, au Massachusetts General Hospital. Il m'a reçu dans son bureau, il m'a expliqué, très amicalement, et en anglais, bien sûr, des choses probablement importantes, mais auxquelles je n'ai pas compris grand-chose. Il m'a même invité à dîner pour le soir même. Mais ça, je ne l'ai su que le lendemain. Je ne sais quel collègue de l'équipe me l'a expliqué patiemment en anglais, car bien que la moitié d'entre eux fussent francophones, aucun ne parlait français à l'hôpital. J'ai appris plus tard que la veille de mon arrivée, le patron avait réuni son équipe et leur avait dit « Un petit Français vient travailler avec nous, je vous interdis formellement de lui parler français. » Il avait raison. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc, ayant appris que j'avais été invité à dîner chez le patron qui n'était pas allé, j'ai été rudement embêté. Et j'ai envoyé une douzaine de roses à Madame Bauer avec une lettre d'excuse. Il m'aurait invité d'ailleurs peu de temps après, et je suis allé cette fois. Ce fut très chaleureux malgré mon bien mauvais anglais, et j'ai appris une chose, une qualité américaine, l'hospitalité, que nous connaissons si mal en France. J'ai appris beaucoup de choses d'autres, médicales et en particulier l'intérêt de l'examen du liquide articulaire. Mars 1952. Prothèse de hanche à Boston. C'est dans le service de chirurgie orthopédique
du Massachusetts General Hospital de Boston, qu'a été inventée la première prothèse de hanche par le professeur Smith Petersen. Cette opération, désormais obsolète, consistait à interposer entre la tête fémorale et le cotyle, usés tous les deux, une espèce de casque, une cup, en vitalium qui assurait en principe des mouvements indolores et par sa mobilité et ses frottements devait reconstituer les cartilages détériorés. C'était pas si bête, mais ce fut un échec global. Si j'en parle, c'est pour deux flashs vécus dans ce service. D'abord, une conversation avec l'adjoint de Smith Petersen, qui était un Français d'ailleurs, auprès d'un malade opéré de la rééducation post-opératoire. C'était un sujet, auprès d'un malade opéré au sujet de la rééducation. C'était un sujet qui reste actuel et qui en France a évolué vers une prise en charge systématique, coûteuse et anormalement prolongée, qui fait partie des excès nuisibles de notre confort français, social sécuritaire. Ce chirurgien me disait, la rééducation post-opératoire doit être pratiquée et dirigée par le chirurgien lui-même. C'est moi qui fais la première mobilisation passive. C'est moi qui fais faire au malade les premiers mouvements actifs, qui explique le programme quotidien et qui vient le contrôler à chaque étape. Et le malade rentré chez lui continue, avec l'aide de son médecin, selon mon programme. Cette petite leçon m'a beaucoup marqué, mais je peux vous assurer, j'ai un neveu chirurgien à Philadelphie, que cette pratique est toujours en règle, est toujours la règle aux USA. Le deuxième flash fut plus spectaculaire puisqu'il consista dans la présentation dans le service de Smith Petersen par Robert Judet, lui-même du deuxième modèle de prothèse de hanche. C'est l'appât total. Sa découverte avait fait grand bruit. Elle consistait à couper la tête du fémur et à la remplacer par une pièce en matière plastique, en acrylique, en forme de champignon, dont on enfonçait la queue de force dans le col fémoral. C'était simple et rapide. Et les suites immédiates étaient excellentes, avec une bonne atténuation des douleurs et une reprise rapide de la marche. Il y eut un grand engouement en France autour de cette opération apparemment miraculeuse. C'est pourquoi Judet avait été invité à Boston. J'y étais. Il fut brillant, mais un peu trop emballé et confiant dans les résultats lointains de son opération, dont on pouvait prévoir, étant donné qu'elle ne remplaçait que la tête fémorale et pas le cotyle, que ça ne marcherait pas longtemps. Et en fait, 2 ans plus tard, tous ces malades opérés retournaient à leur douleur et à leur invalidité. Septembre 52, retour à Toulouse, on me fauche le service de rhumatologie que j'avais créé. Je savais, avant de reprendre le bateau pour la France, que je risquais de me retrouver à mon retour à l'hôpital à Purpan, privé de mon service. Mon ami Jacques Saint-Marc, qui me remplaçait à mon cabinet, m'avait téléphoné quelques jours avant pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Paul Mériel, qui dirigeait désormais le service de médecine nord, où j'avais créé les 2 salles de rhumatisants, et qui avait promis à mon maître Roch, auquel il lui succédait, de me prendre comme chef de clinique, avait décidé de donner la direction des salles de rhumatisants à son assistant Paul Ruffier. C'est ce qu'il m'a annoncé quand je suis venu le saluer, me mettant à sa disposition. Je vous ferai passer le clinica, je vous l'ai promis, à M. Roch. Mais j'ai réorganisé le service, c'est Ruffier, qui s'occupe désormais des rhumatisants. Il n'a plus besoin de vous. D'ailleurs, j'ai prévu que vous serez chef de clinique dans un autre secteur du service. C'était clair. Il n'en avait rien à foutre d'Harley. Et il allait se débarrasser de moi à la prochaine occasion. Pour l'examen du clinica, il me donna une question écrite sur un sujet qui n'existait pas, le rhumatisme de Poncé. Et pour effectuer mon clinica, il me fila en gastroentérologie.
pour laquelle je n'avais aucune affinité particulière. Après mes 6 mois de clinicage, j'allais lui tirer ma révérence. Ce fut plutôt aigre, du genre j'allais justement vous mettre dehors. 1955, comment on ne devient pas agrégé? En ces années 50, l'agrégation de médecine était encore un vrai concours, avec 3 épreuves redoutables, 2 leçons publiques et l'examen de malade avec son diagnostic qui devait correspondre de préférence avec celui du jury. Tout se passait à Paris, dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine, où le public était admis et admis à chahuter. Il fallait non seulement faire de bonnes leçons et un bon diagnostic, mais encore avoir un bon jury, c'est-à-dire un jury disposé à vous recevoir. Par exemple, les bègues n'avaient aucune chance, pas plus que celui qui avait tiré un jury mal disposé à son égard. Or, c'était mon cas. Le jury ne m'était pas indifférent, il m'était hostile. Or, j'ai décidé de m'y présenter quand même, poussé par mon conseiller préféré, le professeur Marcel Rizer. Il me dit, il faut que tu y ailles, que tu leur montres que tu es là. Cela commence par un Tour de France, comme on le savait à l'époque. Ça a été le premier, j'en fis d'autres. C'était une règle non écrite d'aller se présenter à chacun des membres du jury, désigné quelques semaines avant que ne souffrent les hostilités. Florent les membres du jury recevaient en général aimablement, se souvenant de leurs propres souvenirs, aventures. Pourtant, Florent Coste, président du jury, œil glacé derrière son monocle, m'accueillit plutôt fraîchement. « Mon cher ami, j'ai de l'estime pour vous, mais je crains que vous ignoriez les sentiments moins que favorables du membre du jury de votre faculté. » C'était Myriel. J'ai compris sans peine que vous n'étiez pas son candidat. Je ne veux pas savoir pourquoi, mais il me sera impossible de vous défendre dans ces conditions. Vous devriez retirer votre candidature, le jury apprécierait votre geste. J'allais à l'abattoir, mais je me suis battu jusqu'à la fin. Le jury fut moralement obligé de me nommer admissible, en espérant que je me retirerais sur la pointe des pieds. Après l'avoir remercié, je n'en fis rien. Je continuais décidé à les embêter jusqu'au bout. Je présentais la 3e épreuve et on me mit un point de moins qualifié. L'avenir montra que mon patron avait eu raison de m'envoyer combattre pour l'honneur et pour qu'on ne m'oublie pas. Mai 68 à la faculté. En mai 68, à la faculté défunte, elle revivra comme le phénix. Les Jacobins prennent le pouvoir. Il faut régner une petite terreur. Je fus convoqué en tant que médecin des hôpitaux pour redéfinir les pouvoirs de notre UER, unité d'enseignement et de recherche, qui remplaçait la faculté, et pour élire son directeur, qui devait remplacer son doyen. Nous étions une bonne vingtaine autour de la table, à côté de gens comme moi, médecins hospitaliers qui n'avions jamais participé à l'administration de la faculté. Il y avait les anciennes autorités, l'ex-doyen Guy Lazorte, le vice-doyen, l'ex-vice-doyen Jacques Monnier, des professeurs, membres de l'ex-conseil de faculté, le directeur des hôpitaux, et la bande des 4. Ces 4 étaient d'anciens chefs de clinique, jaloux et bruyants, décidés de profiter des événements pour se pousser, et dont l'éloquence, voisine de celle de Danton, investit les assemblées diverses et multiformes de médecins, d'infirmières, d'étudiants qui semblaient depuis quelques jours n'avoir rien d'autre à faire que de se réunir et de discuter. Une fois la mini-révolution terminée, ces 4 jeunes loups s'empressèrent de réclamer et d'obtenir un poste d'agrégé. Mais je reviens en arrière à cette réunion. Nous n'étions pas encore au 9 Thermidor. Et c'était Robespierre qui avait le pouvoir, en l'occurrence un chef de clinique du nom de Bertrand.
il annonça que nous étions réunis pour élire le directeur de notre UR. Il demanda aux candidats de présenter leur programme. Il ajouta que lui et ses amis n'accepteraient en aucun cas que les réformes déjà promulguées et les autres, qui le seront d'une minute à l'autre, soient remises en cause. Tout cela se révéla faire beaucoup de bruit pour rien. Il n'y eut que 2 candidats, l'ex-doyen et l'ex-vice-doyen. Il est probable que c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de révolution. Et c'est l'ex-doyen Guy Lazorte qui fut élu. Octobre 69, chef de service à l'Hôtel-Dieu. Grâce à la révolution de 68, Toulouse avait désormais 2 facultés et 2 hôpitaux universitaires. J'avais adopté le temps plein hospitalier et je devenais agrégé et je créai un 2e service de rhumatologie à l'Hôtel-Dieu, où je réalisais avec Paul Ficca et son service de chirurgie orthopédique une symbiose qui dura toute sa vie. Ce qui m'était resté de mes débuts post-68 arts de chef de service, ce sont les étudiants, stagiaires, envoyés par la faculté. Je ne sais plus qui avait décidé qu'ils seraient plein temps à l'hôpital, comme les patrons, si bien que je ne pouvais plus faire un pas hors de mon bureau sans les voir accourir comme des mouches et me coller au basque. J'en garde quand même le souvenir d'une certaine forme de bonheur réciproque, d'un moment précieux qui ne dura d'ailleurs que quelques mois. Moins bon souvenir, nous avons trempé, Ficca et moi, dans ce faux progrès qui consistait à présider une thèse sans mettre de robe, sans mettre la robe traditionnelle du professeur. Nous nous sommes vite aperçus que c'était une connerie, de la basse démagogie, qui enlevait une partie de sa solennité à la présentation de la thèse et un manque de respect à l'égard de la famille et des amis qui viennent assister à cette cérémonie. Nous avons vite réalisé notre erreur, et ressorti la robe du vestiaire. 1971, président élu du syndicat des rhumatologues. C'est à ce titre que je présidais à Bruxelles une réunion de confrontation des rhumatologues européens, une première approche de l'uniformisation des enseignements. Il y avait autour de la table des représentants des 7 pays à l'époque de l'Union: Belgique, Luxembourg, Hollande, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, France. Nous avons commencé par un tour de table. En France, nous avions un enseignement organisé, un CES, certificat spécial de rhumatologie, avec un programme de cours sur 2 ans, des stages hospitaliers et un examen final. La Belgique, le Luxembourg et la Hollande avaient des examens voisins, avec des études plus ou moins longues, mais c'était des programmes assez semblables. Par contre, il n'y avait rien de semblable dans les 3 autres pays. En Allemagne, la spécialité n'existait pas. Elle était représentée par des médecins thermaux et par des orthopédistes médicaux, proches des médecins de rééducation. En Italie, la spécialité n'existait pas. Mais ils étaient prêts à la créer dès leur retour en Italie. Ils nous demandèrent ce qu'il fallait faire, prirent des notes et la créèrent très rapidement. En Angleterre, il n'y avait ni enseignement, ni examen particulier pour les rhumatologues. Il n'y avait de rhumatologues que dans les hôpitaux universitaires et les patrons cooptaient les étudiants qu'ils aimaient et qu'ils estimaient parmi les plus aptes à les assister et éventuellement à leur succéder. Ainsi, on touchait du doigt la difficulté de faire l'Europe, cette aventure fantastique, de confronter ces différences dans la façon de vivre et de progresser entre des cousins si proches, de s'inspirer les uns des autres tout en gardant à chacun sa singularité. 1973, je progresse. Premier symposium international sur la circulation osseuse à l'Hôtel-Dieu de Toulouse.
organisé officiellement par le département et le groupe de recherche de pathologie ostéo-articulaire que nous avions créé à l'Hôtel Dieu de Toulouse avec Paul Ficca et avec l'aide de l'INSERM qui nous patronnait et qui assura la publication des actes du congrès. Ce fut le point de départ décisif d'une belle aventure. Nous ouvrions un nouveau chapitre de la pathologie osseuse et réunissions autour de nous et à Toulouse un groupe de médecins et de chirurgiens venus et venant du monde entier et qui sont devenus pour la plupart des amis. Nous avions demandé à Joseph Trueta, un chirurgien catalan célèbre, obligé de quitter l'Espagne en 1939, devenu professeur à Oxford, chef d'un service hospitalier, où j'avais passé 2 mois en 1954, de présider notre congrès. Il le fit avec grand plaisir. Il y eut plus de 40 communications de haut niveau. Brooks, anatomiste de Londres, spécialiste mondial des vaisseaux intraosseux, fit la première communication, consacrée à l'anatomie et à la physiologie de la circulation osseuse. Les Parisiens ne savaient pas ce que c'était. Je fis l'exposé introductif sur la pression intramédulaire ou intraosseuse chez l'homme, ainsi que la présentation des lésions histopathologiques constatées dans les carottes de forage osseux. Ficca présenta la phlébographie perosseuse avec un film. Goran Bauer de Lund, un ami, ensuite fit la revue des indications de la scintigraphie osseuse. La question des nécroses osseuses était entièrement revisitée, des procédés nouveaux de diagnostic et de traitement définis et étudiés. Avril 1975, découverte de la Pologne et des médecins polonais. Un de nos amis agrégés de mathématiques à l'université était devenu attaché culturel à l'ambassade de France à Varsovie. Constatant que très peu de médecins français, en particulier parmi les universitaires, rendaient visite à leurs homologues polonais, il pensa nous faire venir en Pologne, Ficca et moi. Nous acceptâmes avec plaisir. Je vous rappelle que la Pologne était alors, depuis 1948, sous un régime communiste autoritaire, sinon totalitaire. Notre première visite fut pour la vieille ville de Varsovie, rasée par les Allemands pendant et à la suite de l'insurrection de 1944. Elle était complètement et magnifiquement restaurée, presque à l'identique. Puis nous sommes partis pour Lublin, visiter l'hôpital universitaire et son service d'orthopédie dirigé par le professeur Piątkowski. C'était un homme de 60 ans, distingué, élégant, mais simple et chaleureux. Il parlait un français impeccable, qu'il avait appris en classe et en lisant Balzac. Il n'était jamais venu en France. Piątkowski était un modèle de bon chirurgien. Pour moi, un chirurgien n'est vraiment bon que s'il est d'abord un bon médecin. Tel était Paul Ficca, tel était Piątkowski. Son souci était de soigner les malades avec les moyens limités qu'ils avaient alors en Pologne et en réduisant au maximum les interventions et les traitements. De toute façon, ils avaient peu d'antibiotiques et pratiquement pas d'anticoagulants. À la même époque, à Toulouse, presque tous les malades opéraient des membres inférieurs avaient des antibiotiques pour éviter les infections post-opératoires et des anticoagulants pour éviter les phlébites. C'était déjà le coûteux principe de précaution. C'était d'ailleurs plus ou moins efficace. En tout cas, Piątkowski avait moins d'infections post-opératoires et moins de phlébites que nous. Il faisait une chirurgie très économe, en gestes et en temps, très soigneuse, et il dirigeait lui-même une rééducation, plutôt une reprise des mouvements et de l'activité immédiate, simple et intelligente. Au printemps 1977, nous l'avons invité à Toulouse, il nous a fait 2 ou 3 conférences excellentes à l'hôpital. Je reviendrai 4 fois en Pologne, en particulier pour visiter l'Institut de rhumatologie de Varsovie, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, un modèle en la matière.
dirigé par 3 femmes remarquables, en particulier la directrice, également francophone. 1982, j'ai presque fini. Un bulletin pour les polyarthrites. Les polyarthritiques tiennent beaucoup de place dans la vie des rhumatologues. Ils ou elles ont tenu beaucoup de place dans ma vie. Ma mère d'ailleurs était polyarthritique. Cette maladie, la polyarthrite rhumatoïde, était la plus fréquente et la plus grave des rhumatismes chroniques. De mon temps, c'était avant les biothérapies. Nous n'avions que la cortisone et le chloraminofène. Et ces pauvres malades n'étaient jamais débarrassés de leur douleur et de leur gêne fonctionnelle, compagne quotidienne. Et leurs articulations se détérioraient lentement. Et ces femmes, pour la plupart pleines de courage, fortes dans leur tête, étaient prêtes à se battre avec notre aide si on leur disait comment. Il fallait les entourer amicalement et les instruire sur leur maladie. J'ai donc pris l'initiative, en 1982, j'étais le premier en France, de publier un bulletin d'information et d'échange pour ces malades, destiné aux polyarthritiques. Et nous faisions une fois par an une réunion médecins-malades, avec une matinée consacrée à un dialogue sur les thèmes que les malades avaient choisis eux-mêmes et un repas en commun très sympathique, après lequel j'organisais une petite animation sympathique. Le relais pour le bulletin a été pris plus tard par les Montpelliérains. Nous nous sommes associés et aujourd'hui ce bulletin est édité sur papier glacé et illustré. Le mien était renéoté, mais on n'arrête pas le progrès. Je termine sur 1989, tout London, par la création de l'ARCO. Depuis 1973, vous avez organisé 3 congrès à Toulouse sur la circulation osseuse. Mais si nous voulions poursuivre et renforcer notre action pour l'étude de la circulation osseuse et de ces maladies, il fallait créer une association internationale. Nous avons décidé de le faire à Londres. Murray Brooks nous a installés dans un des plus vieux hôpitaux d'Angleterre, le vénérable hôpital Saint-Thomas. Nous sommes montés en silence, comme si nous avions peur de déranger Harvey, en train de faire son cours. Et au 3e étage, Brooks nous a ouvert, avec le sourire d'une bonne surprise partagée, la belle salle des professeurs, éclairée d'une grande baie qui donne sur la Tamise. On ne pouvait pas être mieux. Nous étions 7, le futur bureau de notre future société. Il y avait 2 Français, je devrais dire 2 Toulousains, 2 Anglais, un Belge, un Américain et un Japonais. Cette simple réunion de 7 médecins et chirurgiens avait quelque chose d'émouvant en raison de ce lieu prestigieux, de la douceur de cette fin d'après-midi, du plaisir que nous avions de nous revoir, nous aussi, mais aussi de l'absence cruelle de Paul Ficca, décédé brutalement en 1986. Avec Bernard Mazière, nous avons proposé le nom de l'association, Association de recherche sur la circulation osseuse, en anglais, Association Research Circulation Osseous, même chose, et le sigle ARCO. Cette proposition fut adoptée sans problème et le reste suivit. La périodicité des réunions, les thèmes de recherche, la publication d'un bulletin annuel, les liens organisés entre les centres de recherche, la désignation des membres du bureau, j'en ai été le premier président. Ce fut une bien belle aventure. La première réunion scientifique eut lieu à Toulouse et à Castres avec le soutien de Pierre Fabre. Puis chaque année, nous changeons de pays, nous allâmes ainsi en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, puis aux États-Unis, où notre ami David Hungerford prit la présidence, et enfin au Japon, où Hungerford céda la présidence
un Japonais, Hatsumi. Eh bien, après ce tour du monde, je vous remercie de votre attention. Si vous avez une minute, voilà le livre dont je sors ces souvenirs, qui s'appelle Flash Bio, qui n'a pas été publié, qui a été tiré à une vingtaine ou cinquantaine d'exemplaires pour les parents et les amis, et qui en fait m'a été demandé par un de mes petits-fils, pour mes 90 ans, pour raconter ma vie. Voilà. Flash Bio. C'est gros. Oui. Donc la médecine, bon, ben, j'ai essayé d'en tirer le scientifique moral. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.